Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% consacré au soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, et je suis rejoint comme toujours par Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, je suis content d'être là parce qu'on va présenter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici. C'est un mouvement qui est quand même assez intéressant ici à Montréal, dont toi tu fais partie, Daniel. Le mouvement pour la CanPL dans le Grand Montréal. Donc, ça veut dire c'est un mouvement pour avoir un club dans le Grand Montréal qui fait partie de la CanPL. Donc, c'est certains supporters, dont toi, qui avaient fondé ce mouvement-là. Je vais présenter en premier les personnes qui sont ici avec nous. Donc, en premier, on a M. Michael Miller. Salut Mike, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, Adi. Et toi, comment ça va? Ouais, ça va, super bien. On a déjà collaboré ensemble dans quelques émissions. Puis là, je pense que tu as déjà aussi été invité sur Culture Soccer. Puis là, c'est une deuxième invitation. Donc, ça faisait longtemps, mais je suis content que tu sois là. Je suis content d'être là aussi. Votre jingle me fait penser comme si j'étais dans un film d'action. Donc, j'espère que ça va bien donner le ton à cet épisode. Excellent. Et puis, le deuxième invité qui fait aussi partie du mouvement qui s'appelle Metro Soccer, c'est M. Guillaume Grenon. Salut Guillaume, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va très bien, merci. Oui, bon, alors pour Guillaume, c'est la première fois que tu fais un podcast avec moi. Je sais que tu as déjà été l'invité de Daniel dans le passé. Donc voilà, je suis content de pouvoir enfin te parler dans un podcast. On s'est déjà vu une fois, je pense. Puis, tout à fait. Voilà, exact. Donc, bienvenue ici sur CS à l'érable. Donc, je veux commencer par parler du mouvement en tant que tel, le mouvement de la CanPL dans le Grand Montréal, de Metro Soccer. Quelle est la mission de Metro Soccer? Mon cher Daniel, est-ce que tu peux, vu que tu fais partie des fondateurs, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Eh bien oui, ce que Metro Soccer, sa mission, pour ceux qui l'ignoraient, c'est de supporter toutes initiatives concrètes afin d'établir un club de soccer dans la Premier League canadienne, dans le Grand Montréal. Donc, c'est de promouvoir la Canadian Premier League dans la région, mobiliser les fans à cet effet. Donc, c'est aussi démontrer de l'intérêt au niveau pour que les médias, la population et les investisseurs potentiels sachent qu'il y a une masse critique, comme dirait Guillaume, de fans qui sont mobilisés pour le projet. Donc, on n'a pas l'intention d'être des actionnaires, on n'a pas l'intention d'être autre chose. C'est vraiment un réseau de partisans qui soutiennent cette initiative. Exactement. Donc, c'est pour montrer un peu et sonder l'intérêt des Montréalais à la création d'un nouveau club de CanPL ici à Montréal. Guillaume, je pense que toi, tu es la personne qui s'occupe dans le mouvement de tout ce qui est les règles autour du mouvement. Est-ce qu'il y a des règles, par exemple, pour y adhérer? Comment faire pour s'y adhérer? Qu'est-ce qui est requis pour un nouveau membre ou pour quelqu'un qui est un membre potentiel qui est intéressé à se joindre à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà requis? Oui, c'est quand même drôle là, lorsque tu dis être responsable de. Pour l'instant, là, on est plus dans la collaboration des gens qui avons parti le mouvement ensemble. Là. Mais je dirais, a priori, l'idée, surtout de s'assurer d'éviter d'avoir un mouvement qui inclurait là, des gens qui pourraient avoir des comportements ou des idées discriminatoires, des trucs comme ça. On veut un mouvement qui est absolument inclusif, anti-racisme, anti-sexisme, toute idéologie là, qui pourrait être discriminante. Sinon, l'idée, c'est un peu comme vient de le dire là, Daniel, c'est vraiment là, d'avoir un mouvement. Pour l'instant, on ne voulait pas, à titre d'exemple, ça coller des couleurs ou des trucs comme ça. On veut vraiment être le plus neutre possible, mais vraiment de démontrer qu'on est présent, qu'on souhaite voir un club émerger dans la grande région de Montréal. Sinon, pour devenir membre, l'idée, c'est vraiment il y a un formulaire pour s'inscrire. Nous, l'idée, c'est vraiment juste de recueillir un petit peu là, un minimum de données d'informations, je devrais dire données, là, pour savoir comment rejoindre les gens qui voudraient venir. Je ne sais pas si on fait une activité éventuellement de visionnement, des trucs. Pour l'instant, il y a très peu de barrières à l'entrée. Parfait. Ça explique tout. Et du côté de Mike, je sais que toi, tu vas t'occuper beaucoup, jusqu'à maintenant, je sais que, comme l'a dit Guillaume, c'est une collaboration. Jusqu'à maintenant, c'est tout nouveau. Mais je suppose que toi, tu t'occupes un peu de voir le nombre de membres, répondre le beau email de présentation que tu nous envoies, qui est aussi que toi-même tu as écrit. Donc,
parle-nous un peu de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Et aussi, j'aimerais que tu nous présentes les fondateurs du mouvement. Je vais commencer par le plus important, présenter mes collègues cofondateurs du mouvement. Donc, à part moi, Mike Miller, il y a aussi Daniel Cameron, il y a Guillaume Grenon. Il y a également David Richard, qu'on connaît surtout pour Montréal Sport Buzz. Il y a Étienne Boutillier, qui est l'animateur du podcast du Cannes Football Club. Il y a Alec Avendano, qu'on connaît surtout comme mon co-animateur au Blaugrana Podcast, mais qui a aussi collaboré dans énormément de podcasts au fil des années. Et il y a également Luan Schlicht, qui est connu pour sa rédaction d'articles sur le site du Cannes Football Club, ainsi que ses nombreux vidéos, entrevues avec les joueurs de l'Impact de Montréal. Donc, pour résumer, les gens qui sont impliqués dans ce mouvement-là, c'est tous des gens qui sont originaires de la grande région métropolitaine. C'est tous des gens qui sont très impliqués dans la communauté de soccer ici même à Montréal, ainsi qu'en Montérégie, à Laval, dans les Laurentides, ainsi que dans la région de Lanaudière. Donc, c'est vraiment une présence locale qu'on voulait avant même de lancer le mouvement. On a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines avant d'annoncer la création du mouvement. Et bon, comme le dit Guillaume, oui, on travaille de façon collégiale, mais on a tous une expérience différente. L'expérience que j'emmène à la table, disons, c'est le fait que j'ai géré d'autres clubs de supporters auparavant et j'en gère toujours en ce moment même. Je suis président du Club Blaugrana de Montréal, donc en ce qui a trait à comment tenir un registre de membres, comment organiser des activités, comment établir des liens, des relations avec différents commerces locaux, incluant les pubs, et autres commerces qui sont impliqués dans le soccer, c'est quelque chose que je connais très, très bien. J'ai énormément d'expérience là-dedans. On pourrait dire, le Club Blaugrana de Montréal a été fondé en 2007, donc ça fait quand même assez longtemps que je suis impliqué dans ce genre de mouvement-là. Puis maintenant qu'on a une ligue professionnelle canadienne, maintenant qu'on a une ligue de première division canadienne qui inclut toujours pas la province de Québec, mais on le sait que quand on parle d'expansion, les yeux sont rivés vers nous. Mais comme l'a dit Daniel un peu plus tôt, on ne prétend pas avoir les ressources pour emmener un club. Mais s'il y a un investisseur sérieux avec un projet concret et tangible qui veut emmener un club dans la grande région métropolitaine, bien, on va lui offrir tout notre support, c'est-à-dire dans qu'est-ce qu'on est capable d'offrir, c'est-à-dire un mouvement populaire de passionnés de soccer qui sont prêts à se présenter la journée où le club va être lancé. Et en attendant, on va organiser des activités autour des équipes nationales canadiennes, un peu en collaboration avec les voyageurs. Et sinon, quand il va y avoir des matchs du championnat canadien, que ce soit à Blainville ou à Montréal ou ailleurs dans la province de Québec, on va faire ressentir notre présence. Puis on va venir avec nos t-shirts et avec nos écharpes et avec nos casquettes, comme tout autre groupe. C'est juste que on ne peut pas s'appeler un groupe de supporters étant donné qu'on n'a pas encore un club en tant que tel, mais on a la fierté de s'identifier comme étant un mouvement populaire. C'est cool tout ça, merci de cette présentation-là. Tu as parlé un peu des visionnements que vous vouliez faire avec les équipes nationales. C'est quand même une très, très belle idée, Mike. Et j'aimerais que, Daniel, tu rebondisses un peu là-dessus parce que moi, je me rappelle la dernière fois qu'il y avait un match de l'équipe nationale canadienne masculine. Je suis parti le voir, comme tout le monde, souvent, on va au Burgundy Lion. Puis très sérieusement, on était un groupe de 6. On était les seuls à vouloir regarder le match. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très dommage. On le sait, oui, OK, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas regarder tout ce qui représente le Canada. On le sait, surtout au Québec. Par contre, n'empêche, ça m'a étonné le fait d'être tout seul. C'était un match important. Je pense que c'était le Canada, pas Canada-États-Unis, mais c'était un autre match. En tout cas, je ne me rappelle plus c'était lequel. J'avais trouvé ça un peu bizarre qu'il y ait aussi peu de monde. Est-ce que, Daniel, tu penses qu'il y a des personnes qui vont vouloir vraiment venir à ce genre de visionnement pour une équipe nationale canadienne, connaissant bien évidemment la situation, sans trop rentrer dans le débat politique, mais connaissant la situation au Québec? Eh bien, je pense que le contexte politique n'a pas vraiment de lien dans le contexte sportif parce que dans d'autres sports,
Soudainement, je veux dire, pas soudainement, là, dans d'autres sports, oui, les gens apprécient de voir l'équipe nationale canadienne. Juste que pendant longtemps, on a été habitué à voir des piètres résultats et surtout au niveau masculin, des piètres résultats et également, c'était très difficile d'obtenir les matchs. Là, maintenant, depuis que Mediapro est rentré avec la plateforme One Soccer, ben, on a accès à pas mal tous les matchs de l'équipe nationale. Même le Mediapro a les droits des prochaines World Cup pour le Canada. Donc, là, l'offre, elle est là. Maintenant, est-ce que la demande va être là? Ben, c'est une proposition d'organiser ces visionnements-là. Parce que actuellement, le projet, comme l'a dit Mike, c'est pas un supporter group, il n'y a pas de club. Et on ne va pas prendre pour un club ou un autre dans la ligue. C'est sûr que s'il y a des matchs intéressants dans la ligue, ça peut être aussi, là, ou comme a dit Mike, des matchs qui se joueraient au Québec, qu'on pourrait même aller en personne dans le championnat canadien. Il y a une panoplie d'autres possibilités, mais l'équipe nationale, c'est que ça nous rassemble tous. On n'est pas obligé de... Je veux dire, peu importe, si je peux avoir un petit faible pour Halifax, Mike pour Cavalry, puis Guillaume pour Valor, puis l'équipe nationale, ça va nous rassembler quand même. C'est plus dans cette optique-là que l'équipe nationale serait un bon choix. Puis en plus, ces dernières années, on a vu un regain de l'intérêt, même au Québec, pour l'équipe nationale masculine. Donc, ça peut être une occasion de se rassembler. L'objectif, c'est surtout de se rassembler, de voir un match, de maintenir un peu la flamme. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres groupes à travers le Canada qui sont en attente d'avoir leur club. Entre-temps, ça serait une option intéressante. Oui, non, c'est sûr, c'est intéressant. Non, moi, je parlais un peu plus, par exemple, je sais qu'au stade, dès qu'il y a l'hymne national, il y a plusieurs personnes qui s'asseyent, qui chantent pas, qui ont vraiment aucun respect. J'ai même eu des personnes sur Twitter qui m'ont dit à un moment donné, dès que c'est le Canada, je me sens pas concerné. C'est des choses comme ça que j'ai déjà vues. Ce qui est, moi, ça me dérange pas. C'est juste pour dire qu'il y a ce genre de personnes qui sont là et qui ont ce genre de mentalité. Et je ne juge pas du tout. C'est juste que ça pourrait être aussi un frein à vos activités. Donc, après, ça peut être juste une petite partie du monde ici à Montréal. Je doute que ce soit aussi gros que ça, que ce mouvement-là soit aussi gros que ça. Mais parlons un peu encore de ce mouvement-là. Donc, vous avez parlé de tout ça, mais Mike, tu ne nous as pas répondu par rapport aux membres. Je vais revenir après à Guillaume, mais en premier, est-ce qu'il y a beaucoup de membres déjà qui se sont joints et comment on fait pour se joindre à ce mouvement-là? Oui, il y a un nombre, impressionnant de gens qui se sont inscrits. C'est sûr que je pourrais donner un chiffre aujourd'hui, puis juste entre maintenant et le moment où cet épisode est publié, ça se peut qu'on ait un autre 5 ou 10 membres de plus. Donc, pour l'instant, avant de publier des chiffres officiels, on va laisser le temps faire ces choses parce que comme c'est là, ça fait seulement 3 semaines que le mouvement a été lancé officiellement. Par contre, pour les gens qui veulent s'y inscrire, très, très, très simple, vous pouvez retrouver le formulaire sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant le marqueur @MetroSoccerCPL. Et ensuite, vous allez voir un formulaire apparaître en publication épinglée. Vous cliquez sur ce formulaire-là, vous remplissez les informations assez simples, votre nom, votre prénom, votre adresse email et l'arrondissement où vous vivez. Et ensuite, quand vous envoyez ça, il y a quelqu'un de notre équipe de cofondateurs, de notre comité des cofondateurs qui va vous répondre immédiatement avec une confirmation à l'effet que vous êtes membre du mouvement Metro Soccer. Sinon, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires à nous fournir, vous pouvez toujours nous rejoindre en utilisant l'adresse email metrosoccercpl@gmail.com. Parfait, merci beaucoup, Mike. Je pense que je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au mouvement ou sinon on va passer à l'ordre du jour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? J'aimerais quand même commenter là, Oui. la question de l'engouement pour regarder Oui, vas-y, Guillaume. l'équipe canadienne. Sincèrement,
À Montréal, je ne pense pas qu'il y ait un lien à faire avec ce qu'on pourrait appeler le nationalisme québécois ou le mouvement là, indépendantiste. Je pense que le fait qu'il y ait moins de personnes qui se rejoignent pour regarder Team Canada, c'est vraiment plus une question d'habitude. S'il y a un mouvement qui se met en place puis qui invite les gens à se rendre dans un endroit pour y aller, je pense que ça va porter fruit. Puis aussi, au même titre que dans les stades, la question pour laquelle les gens ne se lèvent pas, certains groupes d'ultra ne se lèvent pas pendant l'hymne national, je pense que c'est plus un mouvement antipatriotique qui rejoint peut-être plus des valeurs anarchistes qu'une question d'être anti-Canada, en fait. Puis, en fait, je pense que j'en suis persuadé. Fait que je pense que c'est quand même important de le nommer dans la mesure où Team Canada, ce qui est vraiment intéressant, c'est le lien à faire avec la culture foot au Canada, le développement du soccer canadien. Puis c'est important de le nommer parce qu'au Québec, puis à Montréal aussi, c'est important d'avoir des clubs de la CNPL pour être capable de contribuer aussi là, au développement. Je suis persuadé qu'on va avoir du succès dans les mois à venir. Là, ça va reprendre. Exactement. Merci beaucoup de préciser tout ça, Guillaume. Et puis, effectivement, je pense que voir un club de CNPL au Québec, ben, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Ou même comme David Clanahan, dans le dernier épisode où on l'a reçu, ben, il nous a dit qu'il ne se reposerait pas sur ses lauriers avant d'avoir au moins un seul club au Québec pour la Première Ligue canadienne, au minimum un seul, il aimerait beaucoup plus même. Il dit qu'il ne peut pas se considérer comme la Ligue ne peut pas se considérer une Ligue par les Canadiens, pour les Canadiens, tant qu'elle n'a pas de club au Québec. Donc, la volonté n'est pas juste québécoise, mais elle est aussi canadienne, elle est nationale. D'avoir un club au Québec, puis on espère que ce sera très, très vite. Et c'est une très, très belle initiative que vous avez fait ici, les amis. Mais commençons notre hors du jour. Donc, on commence en premier. Hadi, j'ai une question pour toi Oui, par rapport au mouvement, excuse-moi. Vas-y. C'est le fun tout le temps d'avoir un point de vue externe et aussi jouer un peu à l'avocat du diable. Il y a une pensée dans le sport souvent, build it and they will come. C'est-à-dire, construisez-le et ils vont venir. Donc, ça sous-entend un peu que ça sert comme un peu à rien de faire les efforts avant. Il faut juste qu'une fois que tu vas le mettre en place, l'engouement va venir naturellement. Tu en penses quoi de cet avis dans le marché montréalais? Parce que je sais que tu connais bien le soccer à Montréal. Tu en penses quoi? Ben, c'est sûr. Écoute, à mon avis, à Montréal, c'est un peu spécial ce qui se passe à Montréal. C'est qu'à Montréal, on suit les résultats. On est une ville d'événements, on le sait très bien. C'est une ville d'événements. Dès qu'il y a un nouvel événement, il va y avoir beaucoup de monde. Après, pour suivre un club de manière vraiment assidue, c'est un peu plus difficile. Mais aussi, ça dépend des résultats. Et on l'a vu, par exemple, si je prends par exemple le seul club professionnel maintenant au Québec, qui est l'Impact de Montréal, l'engouement autour de l'Impact de Montréal a vraiment pris un gros boost avec les quarts de finale 2009 en Ligue des Champions, puis après avec la finale en 2015. Donc, on a vu un gros boost parce qu'il y a eu des résultats, là, il y a eu un gros boost, il y a beaucoup de monde qui se sont accrochés. Donc, oui, le fait de fonder un club va amener une première vague de personnes. Après, il va y avoir de nouveau d'autres personnes qui vont venir grâce aux résultats. Mais la première pierre, ben, c'est vous qui la mettez avec ce mouvement-là. Donc, les gens qui sont vraiment assidus et qui veulent vraiment ça, c'est eux qui vont commencer à vous suivre. Après, entre-temps, peut-être qu'il y en a certains qui vont quitter. Ils n'aimeront pas, par exemple, l'idéologie du mouvement. Ou ça va toujours être là. Hein. On ne peut pas tous s'entendre, malheureusement. Mais par contre, oui, il faut commencer quelque part. Et vous avez commencé, vous avez posé la première pierre. La deuxième, ce sera vraiment l'annonce d'un nouveau club à Montréal, nouveau club professionnel. Puis là, il y aura un autre boost et ainsi de suite. Donc oui, il faut vraiment commencer par une initiative. La preuve, le meilleur exemple que je peux vous donner, ben, c'est Culture Soccer. Il n'y avait aucun média qui parlait de soccer nord-américain en français. Il n'y en avait aucun. Et Culture Soccer a ouvert ses portes. Puis là, maintenant, il y en a un. Et il y a beaucoup de monde à travers le monde, à travers la communauté francophone mondiale, qui suivent Culture Soccer parce qu'ils veulent avoir des nouvelles médiatiques par rapport au soccer en Amérique du Nord, mais en français. Et on a comblé un besoin qui était là, qui a grandi au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois
On voit Culture Soccer qui est en train de grandir, le nombre d'abonnés qui est en train de grandir, le nombre de vues sur notre site web qui est en train de grandir, le nombre d'écoutes sur nos podcasts qui sont en train de grandir. Il a fallu poser cette première pierre. Et c'est ce que vous faites, vous, avec ce mouvement-là de Métro Soccer. Donc, très, très, très bonne question. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon cher Daniel. Oui, c'est parfait. Je te remercie. Je te laisse enchaîner. OK, ben, parfait. Donc, commençons l'ordre du jour. Donc, on va commencer en premier par ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu un communiqué de la part de la Première Ligue canadienne concernant les salaires des joueurs et des staffs à travers la Première Ligue canadienne. Donc, par rapport aux joueurs, il y aura 25% de leur salaire qui sera différé, donc qui sera à ce moment-là payé peut-être plus tard, une fois que la saison commence, et donc qui ne sera pas touché tout de suite. Et la deuxième chose qui est quand même assez intéressante, c'est que les membres du staff, ça a l'air, d'après le communiqué, c'est un peu ambigu, mais ils disent qu'ils ne seront pas payés pour l'instant. Donc, les membres du staff et les dirigeants, ainsi de suite. C'est quand même assez intéressant. J'aimerais avoir l'avis. On va commencer cette fois-ci par Guillaume, parce que c'est celui qui a le moins intervenu. Donc, on va commencer par lui. Oui, en fait, ce que tu veux savoir, c'est ce que je pense du 25% qui va être différé. Ce que j'aurais tendance à dire spontanément, c'est qu'on vit une situation absolument exceptionnelle. C'est sûr que c'est dommage, mais a priori, ça va peut-être changer dans les prochaines semaines comme information, mais a priori, pour le moment, les joueurs vont recevoir leur salaire. Après ça, la question, c'est de savoir si en temps régulier, la hauteur de leur salaire peut convenir. Peut-être qu'on aura une autre occasion d'en discuter. Mais la question du 25% différé, je pense que c'est peut-être un peu dommage pour les joueurs, mais que pour l'instant, c'est quand même une situation qui demeure meilleure que environ 30 à 40% de la situation des Canadiens qui se retrouvent. Oui, c'est une belle façon de penser à ça. Est-ce que, Mike, tu pourrais un peu me parler de ce que tu penses, toi, de ce communiqué-là par rapport au salaire des joueurs, mais aussi par rapport au salaire du staff, hein, parce que le salaire du staff, ils ont dit comme quoi il y aurait des réductions durant ces moments quand même. Qu'est-ce que je veux dire par réduction? Ils n'ont pas parlé de différer des paiements, ils ont parlé de réduction. Est-ce que c'est possible que complètement, ils leur enlèvent une partie de leur salaire? Bref, il y a sujet à discussion par rapport à ça. Tu en penses quoi de tout ce communiqué-là? Est-ce que tu trouves ça normal, logique ou un peu injuste? C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose de normal, de logique ou de juste par rapport au contexte inhérent dans lequel on se retrouve, c'est-à-dire une pandémie. Hein? C'est, comme qu'on dit en anglais, un act of God. C'est pas quelque chose qui a été planifié. C'est pas quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec le sport en tant que tel. C'est un problème qui affecte toutes les sphères de la société. Donc, oui, d'un côté, on a des employés, incluant les joueurs, mais aussi les membres du staff qui vivent soit des baisses de salaire ou des pertes de salaire. Mais d'un autre côté, on a des entreprises, des clubs qui vivent des pertes de revenus parce que, il n'y a pas de vente de billets. Les ventes de produits dérivés en ont sûrement souffert également. Donc, je pense que ce communiqué de la Ligue vient dans une situation qui est très difficile, mais on se trouve à essayer, tant bien que mal, à composer avec une situation qui est imprévisible réellement. Et on essaie de s'organiser pour que ces entreprises, justement, ces clubs, puissent continuer à exploiter leurs opérations après que cette pandémie soit terminée. C'est sûr que quand on se met dans les souliers de ces employés qui ont perdu leur salaire ou encore de ces joueurs qui doivent différer leur salaire de 25%, mais si on regarde chacun de ces cas individuellement, on va voir des situations un peu tristes, des gens qui vont peut-être avoir de la difficulté à nourrir leur famille ou à subvenir à leurs besoins. Mais je pense qu'en prenant cette difficile décision-là, on vient peut-être, en quelque sorte, de peut-être pas assurer ou garantir, mais de faciliter, disons, la poursuite de l'exploitation de ces entreprises-là qui, oui, ont besoin de ces revenus-là qu'ils ont perdus afin de survivre, mais aussi, on doit le rappeler, qui créent de l'emploi dans leur communauté, dans les communautés où ils se trouvent. Donc, qu'est-ce qu'on espère finalement de toute cette situation-là? C'est que malgré que les solutions qui sont suggérées ou proposées sont difficiles, malgré que les décisions prises ont été difficilement prises finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est que quand cette pandémie se termine, que la Ligue
et chacun de ces clubs réussissent à poursuivre ces activités, et ça en gardant en tête justement à quel point que la saison 2019 s'est bien passée, et on veut continuer à avoir justement cette croissance-là de façon constante dans les années futures. Oui, et d'ailleurs, quelques jours après ce communiqué, on apprend qu'il y a un nouveau syndicat des joueurs qui est formé, avec à leur tête Marcel De Jong, FCFC. Est-ce que tu crois que ça pourrait être lié à l'annonce du 25%, Guillaume? Je pense qu'il y a plusieurs autres raisons là, qui peuvent motiver l'apparition d'un syndicat de joueurs. Est-ce que ça a précipité un peu la mise en place de ce syndicat-là? Peut-être. Ça, j'en ai aucune idée. Ensuite, un syndicat des joueurs, hein, il y a toutes sortes d'autres raisons au-delà du salaire là, qui peut rentrer en ligne de compte puis justifier d'avoir une union de joueurs. Là. Tu sais, je pense, je ne sais pas, les conditions d'hébergement, conditions de voyage, conditions d'entraînement, conditions de sécurité, de terrain, etc. Je ne sais pas si c'est spécifiquement en réaction, là, mais j'ai tendance à penser qu'il y a d'autres raisons derrière. Puis ce qui me fait penser ça, c'est que l'annonce du syndicat de joueurs est arrivée quand même assez rapidement hein, suite à l'annonce de la Ligue. Donc, ils ont même un logo. Je ne pense pas que ça a été fait sur le coin d'une table en une soirée. Je compléterai peut-être mon point là-dessus en disant que pour des joueurs, là, se syndiquer, ça permet de parler d'une seule voix, de faire respecter ses droits, mais c'est aussi c'est pas tous les joueurs qui sont en mesure de bien négocier eux-mêmes leurs conditions professionnelles. Beaucoup de joueurs sont assez jeunes. Ça permet une union de joueurs d'avoir aussi l'embauche de représentants syndicaux qualifiés pour représenter et défendre les droits et les intérêts des joueurs. Je ne sais pas s'il y a déjà un staff professionnel d'embaucher, c'est pas ça mon intervention, mais ce que je veux dire, c'est qu'ultimement, je pense que c'est très favorable d'avoir un syndicat de joueurs qui apparaît. Puis même, en tant que quantité patronale, disons, là, la Ligue, peut-être qu'elle ne sera pas tout à fait favorable à la question, mais ultimement, je pense que ça peut bénéficier pour les deux parties dans le développement sain de cette Ligue. Oui, effectivement, je trouve que tu as complètement raison, en fait, Guillaume, par rapport à ça. Par contre, il y a une chose, par contre, moi, que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de… Tu as parlé un peu du président, toi, Daniel, Marcel De Jong, mais même les vice-présidents, les gens qui sont là, tu as un peu de tout, et c'est ça qui est bien. Donc, par exemple, Marco Carucci, le meilleur gardien en 4PL l'année passée, qui est là, qui a aussi été appelé en équipe nationale. On a des joueurs comme Kyle Porter, Tommy Ameobi, qu'on sait qui est un joueur avec Edmonton depuis très longtemps. On a même un joueur francophone avec Omar Crème. On a Ben Fisk. Bref, il y a un peu de tout. Il y a même un vétéran avec Issei Nakajima Ferran, même s'il n'a pas encore signé il n'a pas trouvé encore de club. Donc, bref, j'aime bien cette initiative-là et je trouve que c'est une bonne chose. Mike, est-ce que toi, tu pourrais nous donner ton avis par rapport à cette annonce-là, par rapport au timing de cette annonce? C'est sûr qu'à froid, hein, je pensais que… J'ai pensé qu'il y avait quand même une drôle de coïncidence par rapport au timing de cette annonce-là, c'est-à-dire l'annonce de la création du syndicat des joueurs PFA Cannes, 24 heures plus tard que l'annonce du report de 25% des salaires des joueurs. Mais après avoir eu le temps de mûrement y réfléchir, force est de constater que ce syndicat-là s'est présenté avec énormément de professionnalisme. Hein? On constate qu'ils ont travaillé très, très fort et de façon très, très structurée afin de créer ce syndicat, qui sont très, très bien organisés. Donc, il n'y a rien qui me porte à croire que cette annonce-là a été une annonce spontanée. C'est une coïncidence, j'en suis convaincu. Maintenant, quand je regarde, comme tu as dit, Hadi, les gens qui composent le board, oui, c'est un board qui est très diversifié en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de langue, en termes de club. Hein, on a un minimum d'un représentant par club. Je pense que ça, c'est important pour tout syndicat qui se respecte dans le monde du sport. Mais je vois aussi qu'on a le support d'un conseiller légal qui a de l'expérience dans le domaine des relations de travail. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui va être très, très, très important par rapport aux activités courantes, par rapport aux opérations courantes de ce nouveau syndicat.
Oui, c'est super intéressant et on va rentrer un peu plus en détail un peu plus tard. Par contre, moi, il y a une chose qui m'a choqué directement. Vu qu'on sait que c'est Assalérable, c'est le seul podcast 100% sur le soccer canadien qui est 100% francophone qui existe maintenant. C'est le seul, il n'y en a pas d'autres. Donc, on est très attaché au Québec, bien évidemment, au soccer canadien en français. Puis moi, je trouve un peu bizarre qu'il n'y ait aucune traduction, il n'y a aucun moyen de lire tout ça en français. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de club au Québec. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de club francophone, sauf qu'on a beaucoup de joueurs qui sont francophones. On la voit, il y en a beaucoup un peu partout à travers le pays et à travers la CanPL. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué? Je vais commencer, je vais commencer par Daniel, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Tu penses que, parce que toi et moi, on défend souvent le côté francophone de la chose. La preuve, on avait soulevé la question à David Clanahan lorsqu'on l'avait reçu en lui disant il n'y a pas assez de contenu français sur le site de la CanPL. Est-ce que toi, ça t'a choqué de voir que ce communiqué-là et que la création même le site web, si tu rentres sur le site web, tout en anglais, il n'y a rien en français. C'est sûr que si jamais tu joues en Première Ligue canadienne, tu devrais comprendre l'anglais, oui, mais sauf qu'il n'y a pas de représentation française sur ton propre site web, on parle de l'union des joueurs, donc je sais pas. Pour moi, ça m'a un peu choqué. T'en penses quoi, toi, Daniel? Eh bien, c'est sûr que j'ai un avis mitigé sur la question. Je me rappelle le MLSPA, qui est le pendant MLS, l'Association des joueurs de la MLS, quand il y a eu l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, l'avion ne pouvait pas décoller pour aller à Boston. Et là, ils ont sorti des communiqués back-à-back ou des en français. J'étais impressionné qu'ils ont pris la peine, malgré, comme tu as dit, qu'ils savent que la plupart des joueurs francophones comprennent très bien l'anglais au Canada. Ils ont fait l'effort de sortir des communications en français. Là, on parle d'une organisation qui vient à peine de naître. Ça fait 2 jours. Puis peut-être que ça a été devancé. On aura plus d'informations. Peut-être que ça a été devancé à cause de l'annonce. Peut-être qu'il devait être sorti plus tard. Puis, ce que j'ai compris, c'est que Paul Champ comprend le français. Là. Il a étudié à McGill. On m'avait dit qu'il comprend le français. Il y a aussi Omar Krem qui est francophone, qui vient de Montréal, il a étudié en droit, qui est dans le board. Donc, dans le CROC, lui, je sais qu'il ne comprend pas le français. Marcel De Jong, je pense que ça va venir. Là. C'est sûr que ça aurait été l'idéal, mais dans le contexte actuel, à la limite, je peux comprendre. Là. Habituellement, je suis je suis pas aussi indulgent. Mais là, c'est un syndicat des joueurs actuellement, c'est un contexte particulier. Mais j'espère que ça va venir. Hein. Je leur donne le bénéfice du doute. D'accord, Guillaume. Est-ce que j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là parce que on n'est pas d'accord, moi et Daniel, ça se voit. Donc, tu peux trancher. On verra aussi Mike avec qui il est d'accord aussi. Donc, t'en penses quoi de cette situation? Est-ce que tu penses qu'il aurait dû y avoir un effort, au moins, peut-être une phrase en français en disant en construction, ça va venir plus tard, quelque chose, juste pour dire qu'ils n'ont pas oublié la communauté? J'aime la question un peu tendancieuse. Écoute, a priori, j'ai tendance à... Pour moi, le fait français est très important. Ceci étant dit, je pense que ce n'est pas toutes les organisations qui sont aussi soit habiles ou à même là, de prendre, d'un point de vue de communication, là, en charge tous les aspects, notamment l'aspect de la traduction au Canada, des trucs comme ça. Comme l'a dit Daniel, je pense que ça a peut-être été un peu précipité l'annonce. C'est un guess, là. J'ai aucune information privilégiée sur la question, mais c'est un guess. Et personnellement, autant que j'aime voir un anglophone faire un effort à l'oral pour parler en français, même si des fois c'est un peu maladroit, je trouve ça sympathique, j'aime ça. Lorsque, dans des documents officiels ou sur un site Internet, lorsque à l'écrit, le français se retrouve à être massacré, pour moi, ça, c'est un problème. Ou soit massacré ou mis... je pense au site Internet de la CanPL, il y a des sections en français. Il n'y a pas de faute d'orthographe comme telle, mais il y a à peu près 15% de l'information qui est là par rapport au site en anglais, des trucs comme ça. Rendu là, pour moi, c'est tout ou rien. J'aime aussi bien mieux qu'ils fassent un communiqué de presse rapidement qu'ils avaient besoin de faire en anglais. Laissons-leur une couple de semaines ou de mois, là, mais c'est là peut-être le bémol que je mettrais
où ce que je me range peut-être un peu derrière ton côté à toi sur la question, Adi, dans le sens que c'est sûr que éventuellement j'aimerais ça qu'une instance quand même officielle comme l'Union des joueurs puisse prendre en considération cet aspect-là, dans la mesure où ils vont représenter quand même plusieurs francophones là, canadiens. Mais on s'en reparle dans 6 mois, puis on leur donnera une note rendue là. Ouais, ok. Donc tu donnes la note de passage pour l'instant, donc tu as compris. On passe à Mike. Juste ton avis par rapport à cette question-là. Même si je sais, on est tous bilingues, bien évidemment, c'est juste que des fois, c'est quelque chose qui vient un peu nous titiller. Toi, t'en penses quoi? Écoute, je vais commencer sur une note positive. J'aimerais saluer les défenseurs du fait français dans l'univers de la Première Ligue canadienne, Culture Soccer, Arcadio Marcoudi, et bien sûr moi-même avec le premier podcast qui a des épisodes occasionnels en français dernièrement. Mais sinon, le fait français, c'est pas juste un problème par rapport à PFA Cannes. Je veux dire, leur communiqué a été publié 24 heures, si ce n'est pas 48 heures avant la date d'enregistrement de ce podcast. Donc, on va leur laisser la chance de corriger le tir. Hein. C'est très possible qu'ils réagissent si les gens se manifestent sur les réseaux sociaux. Maintenant, la Première Ligue canadienne a eu quand même presque 2 ans pour améliorer cet aspect-là de leur site Internet. Ils ont fait un bon pas en avant, justement, avec l'embauche d'Arcadio Marcoudi à titre de rédacteur sur leur site Internet. Mais on sent qu'il y a quand même un manque à cet aspect-là, surtout quand on considère qu'il y a des clubs qui évoluent dans des marchés où le fait français existe. Oui, il y a Atlético Ottawa, tout le monde le sait, Ottawa est une ville bilingue qui a un pied en Ontario et un pied au Québec si on considère l'Outaouais, précisément la région de Gatineau, comme faisant partie de ce marché-là de façon non seulement géographique, mais tout à fait naturelle. Les gens de l'Outaouais ont toujours supporté les équipes d'Ottawa, peu importe les sports. Mais il faudrait aussi se souvenir du fait qu'à Winnipeg, au Manitoba, il y a une francophonie, il y a une communauté francophone assez importante. La même chose pour les Maritimes, où il y a une communauté francophone assez importante. Donc, je ne veux pas taper sur les Halifax Wanderers, Valor ou Atlético Ottawa précisément plus que les autres. Parce que, oui, ils sont dans des marchés qui sont peut-être un peu plus francophones que les autres marchés de la Ligue, mais je pense que la responsabilité en incomberait à la Ligue dans un premier temps et ensuite aux clubs qui ont cette réalité-là dans leur région dans un deuxième temps. Mais disons, reprocher ça à un syndicat qui existe depuis 2 jours, je pense que ce serait un peu trop tôt, surtout quand on considère le fait qu'ils n'ont pas encore eu la chance de réagir. Oui, c'est une erreur, mais je ne pense pas que c'est une erreur monumentale qui ne peut pas être, disons, corrigée de façon très rapide et avec beaucoup d'humilité d'ailleurs. Je pense que les joueurs comprennent que les gens qui les supportent, les gens qui achètent des maillots, qui achètent des billets, mais ils proviennent de toutes sortes de communautés à travers la Ligue, comme qu'on l'a dit un peu plus tôt d'ailleurs. Ce conseil d'administration-là représente cette diversité-là, donc j'ai confiance qu'ils vont se raviser. Oui, j'ai espoir, honnêtement. Là. Je sais que le directeur exécutif, Daniel Kruk, qui tient à ça. Là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des joueurs francophones dans le board. Puis j'aime bien d'ailleurs que le groupe, c'est pas juste des joueurs, puis il y a quand même 2 personnes qui sont il y a Paul Champ et Dan Kruk qui sont là pour épauler le groupe, là, comme avait parlé Guillaume au début. Là, c'est sûr que dans les prochains mois, années, ça va affecter peut-être les relations entre les joueurs, positivement ou négativement, les relations entre les joueurs et le club et la Ligue en général. Je vais te demander, Guillaume, est-ce que tu t'attendais à ce que ça vienne aussi rapidement ou est-ce que tu pensais que ça allait prendre quelques années, comme c'est souvent le cas dans les ligues professionnelles nord-américaines? Tu veux dire l'émergence d'un syndicat des joueurs? Exactement. Bah, pour être bien honnête, j'avais pas trop anticipé. Là. En fait, c'est que j'avais juste pas trop réfléchi à cette question-là. En même temps, la Canadian Premier League, c'est une ligue qui est jeune, mais le sport professionnel, qui soit en Amérique du Nord ou le foot en général,
Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, on peut comprendre que les joueurs qui arrivent, ils ont de l'expérience aussi au sein d'autres ligues. Ils ont déjà joué au niveau professionnel pour la plupart. Donc, ils mettent en place des mécanismes pour défendre leurs intérêts, leurs droits. Non, c'est pas quelque chose qui me surprend, là, mais pour être honnête, c'est pas trop une question sur laquelle je suivais l'actualité où je me disais, bon, est-ce qu'il va y avoir une union qui va apparaître bientôt? Oui, c'est sûr. Ben, je sais que tu sais, moi, je suis actif sur les forums quand même. Puis les gens se posaient des questions, ça va prendre combien d'années avant que ça arrive. Puis, tu sais, le point de référence, c'était un peu les autres ligues nord-américaines. Ça a souvent pris plus de temps, mais c'est sûr qu'il y a un taux de syndicalisme élevé au Canada qu'aux États-Unis, donc ça pourrait expliquer ça. Toi, Mike, est-ce que tu pensais que ça allait prendre plusieurs années ou tu n'as pas pensé? Non? Honnêtement, j'ai pas vraiment, pris le temps de spéculer par rapport à la question. Je te dirais plutôt que chaque jour serait le bon jour. Si on corrigeait le tir demain, ben ce serait le bon jour. Mais il faut que ça arrive plus tôt que tard. Puis c'est sûr que c'est facile de retourner en arrière puis de dire que on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais quand même, je suis d'avis que c'est quelque chose c'est une initiative qui aurait dû être posée dès le jour 1. Mais maintenant que ça n'a pas été fait, il faut se concentrer surtout sur le présent et le futur. Puis oui, si on est capable de régler ça le plus vite possible, mais c'est sûr que ça va être, apprécié. Maintenant, est-ce qu'on attend d'avoir une présence au Québec avant de le faire? Je pense personnellement que ce serait une erreur de le voir de cette façon-là parce qu'il y a des gens au Québec qui suivent la Ligue, il y a des gens au Québec qui s'intéressent aux produits, puis il y a des gens au Québec qui espèrent avoir justement des franchises de cette Ligue-là dans leur communauté. Donc, ce serait un beau geste envers ces gens-là que de rendre le contenu francophone plus disponible, disons, en plus grande quantité. Si c'est pas, disons, vraiment un équilibre parfait, c'est-à-dire tout contenu anglophone serait aussi disponible en français. Mais d'un autre côté, je pense que ça n'empêche pas les gens de suivre le produit quand même. Puis, il ne faudrait pas sous-estimer non plus le bilinguisme qui existe au Québec et dans les autres communautés francophones au Canada, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un geste de courtoisie par rapport à tous ces gens-là qui sont quand même canadiens, peu importe leur langue, peu importe la langue officielle qu'ils utilisent à la maison ou dans leur vie de tous les jours. Exact, exact. J'aimerais parler un peu de la mission de cette union-là, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas encore, on sait avec toute la situation maintenant par rapport au virus et ainsi de suite, on sait qu'il n'y a pas encore, ils n'ont pas eu le temps encore de négocier une entente ou quoi que ce soit, donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu il n'y a rien qui va sortir de ça, mais pourquoi ça a été créé maintenant? Et je pense que la raison pourquoi ça a été lancé directement après l'annonce des salaires qui pourraient être différés, qui seraient différés du 25% de salaire qui serait différé. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit que PFA CAN, donc il s'appelle PFA CAN, c'est le nom abrégé de l'Union, qui veut offrir aux joueurs un soutien légal, donc des consultations légales gratuites pour les joueurs qui ont des petits problèmes contractuels avec leur club. Donc, c'est quand même assez intéressant que ça sorte juste après et de dire qu'on est là pour vous et on est capable de vous offrir un soutien légal gratuit. C'est comme on est en train de dire aux joueurs, si jamais vous êtes dans la merde, excusez-moi de l'expression, après avoir vu 25% de vos salaires qui ne rentrent pas, faites appel à nous parce qu'on va pouvoir vous aider gratuitement. C'est quand même assez intéressant parce qu'il faut comprendre que finalement, les joueurs, c'est aussi des êtres humains. On n'est pas en train de parler d'une ligue européenne qui est là depuis 150 années où c'est des joueurs qui font des millions et des millions de dollars. Hein. C'est des joueurs, il y a eu plusieurs rumeurs par rapport au salaire, même si on ne connaît pas les salaires exacts. Il y a plusieurs joueurs où 25% du salaire, ça peut faire en sorte qu'ils auront peut-être un peu de mal à mettre de la nourriture sur la table si jamais ils ont une famille, s'ils sont mariés, ils ont des enfants. 25% du salaire, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est une initiative quand on le voit de manière extérieure, parce que nous, c'est sûr, on n'est ni du côté des clubs, ni du côté des joueurs. En tout cas, si jamais il y a conflit, on serait plus en train de regarder ça de manière objective.
est-ce que de manière objective, sur le plan humain, est-ce que vous pensez que cette initiative du PFA Cannes est une belle initiative? Guillaume, tu en penses quoi? Ben, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses dans, dans ton intervention puis dans la question, là. Le fait du 25% différé, c'est une chose. Pour avoir travaillé dans le milieu de la défense des droits et dans le milieu associatif, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la mission du regroupement ou de l'association, c'est une chose. Et ensuite, il y a l'actualité sur laquelle il faut surfer ou avec laquelle il faut composer. Mon impression, c'est que l'union, elle était déjà prévue avant la situation actuelle. Et là, face à l'annonce du 25% différé, cette union-là qui n'existait pas encore officiellement, mais qu'elle devait avoir des ramifications, forcément, je veux dire par là qu'elle commençait déjà à s'organiser. Bien, mon sentiment, c'est qu'ils ont eu intérêt ou se sont vus dans l'obligation de se mettre en branle plus rapidement, probablement, que ce qu'ils avaient prévu en devant réagir à l'actualité. Donc, mon impression, c'est que ce n'est pas le motif numéro un, la question du 25%. Après, assurément qu'ils vont vouloir défendre les droits ou les intérêts des joueurs. Par contre, actuellement, comme je disais, avec un taux de chômage de 30 à 40% au Canada, je sympathie pour les joueurs, mais le 25% différé, c'est pas là-dessus qu'ils vont chercher la plus grande sympathie de mon côté. C'est plus le fait, avant même la crise de la COVID, le salaire comme tel qu'ils avaient, même pas en différé, le salaire normal qui pouvait être en moyenne de quoi, 30 000, 25 000, peut-être même moins. On avait eu des rumeurs que certains joueurs de haut niveau plus jeunes gagnaient quoi, peut-être 8 000. Ça, pour moi, je comprends que c'est une ligue qui est jeune, mais à ce niveau-là, si on parle de salaire là, uniquement, parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles les droits peuvent être défendus, là, mais au niveau du salaire, avant même la crise, je pense que le salaire de base qui lui-même nécessitait peut-être une union des joueurs. Là. Parfait, merci, merci Guillaume de ta réponse qui est très intéressante. Et toi, de ton côté, Mike, est-ce que aussi tu vois ça? C'est sûr qu'on s'inquiète pour toute la population canadienne en général, mais après, de notre côté, nous, c'est un podcast de foot, donc on parlait plus du côté des joueurs qui, bien évidemment, une coupe salariale de 25% pour certaines personnes dont le salaire n'est pas très haut, ça peut quand même faire mal. Donc, avoir ce soutien-là gratuit, c'est quand même quelque chose d'intéressant, non? Oui, mais je pense qu'avoir ce soutien-là gratuit, ça peut être intéressant même dans des circonstances normales, parce que, c'est comme l'a dit un peu Guillaume, ces joueurs-là, ils ne gagnent pas des millions de dollars. Hein. C'est sûr que des fois, avoir ce genre de conseil légal-là, les factures d'avocats, ça grimpe rapidement. Hein. Donc, d'avoir une équipe légale qui assure justement la représentation de ces joueurs-là sans avoir à se soucier d'avoir à payer des factures qui peuvent s'avérer être très salées par moment, ça donne une certaine tranquillité d'esprit à ces joueurs-là. C'est sûr que d'un autre côté, on peut imaginer que ce genre de travail-là pro bono, ça va pas être ad vitam aeternam. J'imagine que quand le syndicat va se stabiliser et qu'il va avoir pu percevoir des cotisations auprès de ses membres et qu'ils auront, disons, un certain budget afin de financer leurs activités, à ce moment-là, j'ose imaginer que l'équipe légale de Maître Paul Champ va être en mesure de se financer à même ces cotisations-là. Là, c'est sûr que je spécule, mais je pense que c'est un peu le fonctionnement traditionnel de toute union, de tout syndicat, peu importe dans quel domaine on se retrouve, hein, que ce soit dans le sport ou dans les autres sphères de l'économie mondiale. Mais je pense que c'est un très, très, très beau geste, puis c'est une bonne façon de commencer cette relation-là qui existe, d'une part, entre l'équipe de Maître Paul Champ ainsi que le syndicat PFA Cannes, mais d'autre part aussi entre PFA Cannes et la Première Ligue canadienne, parce que là, avec la création de ce syndicat-là, on a un nouveau partenaire qui s'assoit à la table et qui va faire partie justement de cette croissance du soccer canadien, mais d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue organisationnel. Puis je pense que ce volet-là est un volet qui est très, très, très important c'est-à-dire dans les opérations courantes de la Première Ligue canadienne. Et pour finir, je pense que c'est une bonne chose que les joueurs maintenant n'ont qu'à se soucier à continuer leur entraînement pendant cette quarantaine et éventuellement de retourner sur les terrains parce qu'ils ont une équipe de gens qualifiés
pour veiller à leurs intérêts et ce, de façon permanente. Oui, c'est sûr. Actuellement, c'est sûr que l'équipe de l'Union va risquer d'augmenter. Là. Comme tu as dit, il va probablement un jour avoir une équipe légale, avoir d'autres départements qui vont peut-être voir le jour. Mais il faut que ça commence quelque part. Comme disait Eddie tout à l'heure, c'est la première pierre. Là, je voulais vous parler également. Il y a eu un article du journal Le Droit qui parlait Jean-François Plante a fait une revue avec Jeff et pour parler un peu de la situation de l'Athletica Ottawa. J'ai trouvé quelques éléments intéressants. Déjà, ça fait du bien d'avoir des journalistes francophones qui interrogent des dirigeants de la Canada. Ça fait un peu changement. Et là, il y avait eu un élément par rapport à un peu l'engouement dans la région. C'est que Jeff Hunt a mentionné qu'il y a un enthousiasme puisque l'Atlético Madrid est impliqué. Donc, ils étaient sur le point de battre le record d'abonnement de saison que le Fury avait pu avoir à l'époque de la NASL ou de la USL. Également, il a parlé du COVID-19 parce que l'équipe, je ne sais pas si vous vous rappelez, est revenue en catastrophe il y a un mois. Ils étaient en Espagne, puisque Atlético Madrid est en Espagne. Ils ont été là-bas pour le camp de pré-saison. Également, il a parlé de la reprise de la saison, est-ce qu'on pourrait jouer à huis clos, de voir un peu qu'est-ce qui peut se faire ailleurs dans le monde, qui espère que la saison va être... D'ailleurs, David Canahan aussi en a parlé à la radio. Il a parlé du fait que ne pas jouer à huis clos, c'est pas vraiment envisageable parce que c'est une grande partie du revenu. Il dit si on joue à huis clos, les équipes font pas d'argent. Donc, ça pourrait pas être plus clair. Il faut pas oublier que la Ligue actuellement, elle a un contrat de diffusion sur 10 ans. Donc, les revenus supplémentaires vont venir des produits, entre autres des produits dérivés et de la billetterie. S'il n'y a pas de billetterie, ça a un gros impact financier. Donc, c'est à suivre. Là. Au moins, on a pu avoir un peu d'informations de l'Athletica Ottawa. Ça leur donne aussi le temps de recruter des joueurs. Justement, ils ont parlé de ça que puisque tout est arrêté, ben, ils ont un peu arrêté à 14 joueurs, mais qui étaient sur le point d'avoir des partenariats avec des clubs de MLS. Je voulais avoir votre opinion. Est-ce que si on reprend la Canadian Premier League, peu importe quand, est-ce qu'on peut se permettre est-ce qu'on peut se permettre de couper la saison ou est-ce qu'on y va pour 2 fois par semaine? Toi, t'en penses quoi, Mike, par rapport à ça? En fait, ça va être très difficile de savoir comment régler cette situation-là avant qu'on puisse avoir des dates prises. Cela dit, je suis un peu d'accord avec Jeff Hunt par rapport au fait qu'il faudrait avoir un minimum d'une demi-saison pour que ça vaille la peine. Et d'un point de vue compétitif, je pense que 14 matchs, ça fait énormément de sens. Ça ressemble un peu au format de 2 demi-saisons qu'on a connu l'année dernière, donc c'est pas quelque chose qui est inconnu de la part des fans de Première Ligue canadienne. Et ça permettrait à chacune des équipes de voir, c'est-à-dire toutes les autres équipes du circuit, à 2 reprises, une fois à la maison et une fois à l'étranger. Et bon, étant donné qu'on aurait une courte saison de 14 matchs, si bien sûr c'est possible d'en avoir une, on pourrait même se poser la question de façon légitime si ce serait possible ou si ce serait nécessaire d'avoir un format de play-off cette année. Personnellement, je suis d'avis à ce qu'on ait le format de play-off étant donné qu'il a déjà été annoncé. Pas parce que c'est une préférence personnelle, mais plutôt pour être fidèle au plan initial. Mais je pense qu'une saison de 14 matchs avec le format de play-off annoncé au début de l'année, si on peut faire ça, même si on doit jouer 2 matchs par semaine ou encore 3 matchs par 2 semaines, je pense que ça vaudrait quand même la peine, surtout considérant l'extrême engouement qu'on ressent de la part des supporters de Première Ligue canadienne, que ce soit dans les communautés où celle-ci existe ou encore dans les communautés où celle-ci n'existe pas encore à ce jour. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont même faire l'effort de se déplacer pour voir ces matchs-là. Tu sais, on le voit maintenant, là, il y a tellement de contenu qui est créé autour de la Première Ligue canadienne, malgré le fait qu'il n'y a même pas d'action sur le terrain. Puis je parle pas juste de contenu
qui vient directement de la Ligue ou de One Soccer, mais je parle évidemment des podcasts qui font partie de ce paysage médiatique de la Première Ligue canadienne. Il y en a énormément qui sont actifs. Il y a Culture Soccer, il y a le premier podcast, il y a The Young Gaffers, il y a AFC Curtis. Tous les gens qui sont des parties prenantes de ce paysage médiatique-là de façon habituelle ont décidé de quand même continuer à couvrir cette ligue et chacune de ces parties prenantes-là a ses propres followers, a ses propres auditeurs et la journée où est-ce qu'il va y avoir du soccer sur le terrain, je suis aucunement inquiet que les gens vont se ranger derrière, mais si pour une raison ou pour une autre, les instructions des autorités compétentes en santé publique font en sorte qu'on doit annuler la saison 2020 de façon définitive, je suis quand même confiant qu'en 2021, les gens vont revenir avec autant de motivation, autant d'engouement et autant d'affection pour cette première ligue canadienne qu'on aime tellement. Merci. Guillaume, je voulais te demander, est-ce que par rapport à une autre chose que Jeff Hunt a dit qu'il n'y avait aucun doute par rapport aux investisseurs, que c'est une jeune ligue, donc il n'y a pas encore eu des investissements conséquents qui ont été mis. On a comment dire, on a des investisseurs qui savent que ça va prendre plusieurs années de perte. L'année passée, ils n'ont pas fait d'argent. Donc, il dit qu'il ne s'inquiète pas de l'avenir de la Ligue. Là. Parce qu'on a vu, par exemple, il y a une ligue, la XFL, qui a dû faire faillite aux États-Unis. Donc, est-ce que toi, tu t'inquiètes de l'avenir de la Ligue par rapport au nombre de matchs qui pourraient être joués, au revenu de billetterie, tout le reste? C'est certain qu'au niveau du revenu de billetterie, parce que là, ça dépend de beaucoup de facteurs là, dans le cadre actuel qu'on vit. Je pense que s'il y a des matchs qui sont joués cette année, ça va être à huis clos. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va être capable d'assurer la sécurité de quelques joueurs, puis de quelques personnes dans le stade qui travaillent là, disons, mais d'assurer la sécurité avec la proximité des gens dans un stade de plusieurs milliers de personnes, je pense que ce serait irresponsable. Ensuite, là, c'est certain que je n'ai pas la connaissance requise pour savoir quels sont les impacts là, que ça peut représenter d'un point de vue financier pour des clubs de voyager dans cette situation-là, disons, de jouer à huis clos. Ensuite, pour ce qui est de la question de l'engouement, je pense que toutes les lumières sont au vert dans la mesure qu'après une année de la CanPL, force est de constater que le bilan est plus que positif. Pour la deuxième année qui s'entamait, l'Atlético Ottawa qui allait battre un record, les billets vendus, c'est une lumière qui est au vert. J'espère que si on doit passer une année complète sans revenu pour les équipes qui vont être capables de passer au travers, puis qu'il n'y a aucune équipe qui va être obligée de mettre la clé dans la porte. Mais je suis quand même confiant que non seulement les partisans vont être de retour l'année prochaine, mais ils vont être de retour en grand nombre parce qu'ils vont s'être ennuyés de ce produit-là. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que si la Canadian Premier League devait tomber, mais je pense pas. Je pense qu'elle va demeurer debout. Bien, dans tous les cas, je pense que ça va quand même encourager. La Canadian Premier League va avoir réussi à prouver qu'il y a de l'intérêt pour le produit. Il y a de l'intérêt pour une ligue canadienne. Donc, je suis assez confiant là, pour l'avenir du foot professionnel au Canada. Mais c'est certain que j'aime beaucoup le modèle en place présentement. Je parle de l'approche de la Ligue, de la culture qu'on veut instaurer. Donc, je me croise les doigts là, pour que tout le monde poursuive dans la même lignée que ça s'était entamé, cette aventure-là. Encore des bons mots. Et Hedy, toi, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un engouement post-confinement? Comme si jamais la saison reprenait après le confinement et qu'on laisse les gens aller au stade peut-être avec cette restriction. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un engouement post-confinement qui va permettre de relancer un peu la billetterie? Je sais pas vous, moi, sérieusement, le confinement, j'en ai ras le. Donc, et de mon côté, à cause du confinement, je sauve beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que j'ai hâte de les dépenser. Donc, ce qui veut dire que quand le confinement sera fini,
je serais le premier à les dépenser sur ce que j'aime, qui est ma passion, qui est le soccer. Donc oui, de mon côté, il va y avoir de l'engouement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi, qui ont juste hâte d'aller au stade. Donc moi, je pense que l'engouement va être encore plus fort parce qu'il y a du monde, en tout cas, c'est mon avis. Ben, il y a deux écoles. Il y a du monde qui vont peut-être un peu avoir d'autres choses à payer parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce que, oui, c'est sûr, ça va être compliqué de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres personnes qui continuent à travailler, même si c'est un petit pourcentage, qui continuent à travailler, qui, eux, ont hâte que ça finisse pour pouvoir y aller. Donc, eux, même s'ils avaient l'habitude d'aller à 1 ou 2 matchs durant l'année, peut-être qu'ils vont aller à plus de matchs parce qu'ils savent que durant tout ce moment-là, ils ont été privés de ça et ils vont vouloir encore plus se montrer et y aller et participer, ainsi de suite. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Par rapport au nombre d'abonnements de l'Atlético d'Ottawa, c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner. C'est magnifique. C'est magnifique de voir qu'une équipe qui a, oui, c'est sûr, il y a ce lien avec l'Atlético de Madrid qui peut beaucoup encourager beaucoup de monde à suivre le club, mais quand même, pour un club qui n'a pas joué encore un seul match, battre le nombre d'abonnements que le Fury avait, tandis que le Fury était déjà là, avait déjà vécu des saisons, était là depuis quelques années. Je trouve ça quand même gros. Je trouve ça quand même extrêmement gros et une très, très bonne chose pour la Première Ligue canadienne. Je suis vraiment impressionné de voir ça et je pense que si jamais ils prouvent et ils montrent de bons résultats lors de la première année, que la première année soit 2020 ou 2021, ben, ce nombre-là va grossir encore parce que on sait qu'il y a les garanties quand même d'avoir un club professionnel derrière comme de la trempe de l'Atlético Madrid. Et en plus, on sait qu'à Ottawa, il n'y a plus beaucoup d'équipes sportives, tout sport confondu. Donc, ce qui veut dire que encore plus de monde vont se tourner vers un club qui marche bien dans la région d'Ottawa, Ottawa et les environs, et vont se tourner envers l'Atlético d'Ottawa. Donc, moi, je ne suis pas vraiment inquiet. David Lanahan l'a dit souvent depuis cette situation-là, que les investisseurs ont les reins solides et qu'il ne devrait pas y avoir de problème du tout, qu'ils ont vraiment tout anticipé. Il a essayé de nous calmer. Après, est-ce que c'est de la politique ou non? Je ne sais pas, mais je ne suis pas vraiment inquiet. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions à vous poser, mais j'aimerais que, je donne l'occasion à chacun des intervenants ici de parler de ses projets et comment on peut les rejoindre sur les médias. Et puis, si jamais, en même temps, il va avoir l'occasion de répondre à ce que je viens de dire, ben, qu'il n'hésite pas non plus. Comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir, clôturer ce podcast-là. Ben, je vais commencer par Mike parce que je sens qu'il est impatient de me répondre. Donc, vas-y, Mike. Ah, impatient, non. Va au bout de ton idée, Adi, je t'en prie. Non, j'ai fini. C'est juste que je sentais que tu es très fini d'impatience. Donc, vas-y, je te laisse répondre. C'est correct. Donc, comme à chaque semaine, vous pouvez me suivre sur le premier podcast qui est disponible sur toutes les applications où vous avez l'habitude de télécharger vos balados, vos podcasts, c'est-à-dire. Donc, vous pouvez le trouver sur iTunes, Spotify, Google Podcast et toutes les autres applications que vous avez l'habitude d'utiliser en utilisant le marqueur @CPL Podcast. Si vous aimez le FC Barcelone, ben, je co-anime un podcast en français sur le FC Barcelone intitulé le Blaugrana Podcast, qui lui aussi est disponible sur toutes vos applications favorites et vous pouvez le retrouver en utilisant le marqueur @BlaugranaPod. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et d'engager des débats avec vous sur toutes sortes de sujets ayant à faire avec le monde du soccer. Et mon compte Twitter personnel est @MikeMillerFC, le même marqueur que j'utilise pour Instagram et Facebook d'ailleurs. Merci beaucoup, Mike. Guillaume, j'ai bien envie de savoir aussi comment te rejoindre parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment te rejoindre et ça a été très intéressant pour ta première avec moi, en tout cas dans le podcast. J'ai vraiment aimé tes interventions. Donc, est-ce que tu peux s'il te plaît, dire à nos auditeurs comment ils peuvent te rejoindre sur les médias sociaux et partout ailleurs, tes projets ou quoi que ce soit? Oui, tout à fait. Pour le moment, je ne suis pas impliqué dans aucun projet là,
hormis ce dont on a parlé un peu plus au début là, avec Métro Soccer, mais sinon, je suis plus dans un mode d'observateur, je dirais. Donc, les gens peuvent me trouver sur Twitter avec mon nom, c'est La Tribune Montréalaise, @Tribune FC. Parfait, mon cher Daniel. Je pense que on a encore un bon podcast, je trouve, assez intéressant pour nos éditeurs qui vient de se terminer. Le mot de la fin, je te laisse bien évidemment le mot de la fin. Merci à tous de ma part. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cet épisode de CS à l'érable. Puis je laisse la parole à mon cher confrère Daniel Cameron. Oui, je voulais remercier nos deux invités, Mike Miller et Guillaume Grenon, pour être venus. Rappelez-le à nos auditeurs, si vous voulez vous joindre au mouvement, bien, il y a un formulaire. Vous trouvez les pages sur les réseaux, c'est @ProSoccerCPM. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez toujours pas suivi sur Twitter, c'est @SoccerCanadien. Je suis content, on a eu des bons invités, puis je vous remercie et je souhaite une bonne semaine à tous.